D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer aux Canadiens le deal, la position du syndicat de 4,5 % d'augmentation? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour le gouvernement fédéral? Pourquoi ce n'est pas une position qui est acceptable? Bien, premièrement, moi, je vais parler de la position du gouvernement fédéral où on négocie à la table de négociation et j'invite l'Alliance de la fonction publique à revenir à la table pour qu'on aille les discussions qui vont être bons pour les Canadiens puis qui vont être bons pour la fonction publique. Une des choses que je souhaite, c'est que ce soit une entente qui soit équitable et qui soit bonne pour tout le monde. Alors, on sait cette partie-là. On a négocié justement une entente tentative avec l'Alliance l'Association des agents financiers et on a eu une entente qui est bonne pour les Canadiens et bonne pour les contrôleurs qui sont représentés à environ 6 500. Et ça représente une entente qui va être aussi, qui va permettre de donner un montant aux fonctionnaires allant jusqu'à 10,5 % sur les 4 années, plus un 2 % de signature, d'un incitatif à la signature. Si vous avez la position que vous avez au gouvernement fédéral, c'est parce que c'est l'argent que vous êtes prêt et capable de payer à ces fonctionnaires-là. Bien sûr. Mais je reviens à ma question, c'est si vous deviez aller à l'autre position, si vous deviez concéder aux fonctionnaires, ça serait quoi les conséquences de ça? Est-ce que vous auriez les moyens de payer ça en ce moment? Bien, premièrement, moi, j'ai reçu un mandat du premier ministre pour aller négocier une entente qui est équitable et juste pour les fonctionnaires. Nous avons évidemment fait notre première position monétaire au mois de mai avec l'Alliance de la fonction publique et ils ont quitté la table. Alors, moi, je pense que l'idée, c'est qu'ils reviennent pour qu'on aille ces conversations-là puis qu'on puisse avoir une bonne position gagnante pour les fonctionnaires représentés sous l'Alliance de la fonction publique. Là, on parle d'un possible mandat de grève au début de 2023, possible grève générale, la première depuis 1991. Comment vous réagissez à ça, cette possibilité-là? Bien, premièrement, moi, je préférerais qu'on revienne à la table de négociation pour avoir les discussions. On sait que présentement, il y a 4 groupes qui sont devant la Commission d'intérêt public. Et ça, la Commission d'intérêt public va remettre ses recommandations à la suite de son travail. Et j'espère que ça va nous permettre de retourner à la table parce que je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir une grève à ce moment-ci, mais évidemment, les travailleurs ont droit de faire connaître leurs propos. Donc, moi, je vais tout faire pour pouvoir m'assurer qu'on puisse avoir des conversations qui se passent, évidemment, à la table. Aujourd'hui, l'Alliance de la fonction publique font une journée nationale d'action. Oui. Leur thème, c'est « Où est Mona ?» Oui. Ils interpellent. Bien, ils vous interpellent. Je suis à la table de négociation. Ils peuvent venir me rejoindre avec les négociateurs. Nous, on est restés à la table et on souhaiterait qu'ils reviennent. Puis justement, ils dénoncent, de leur côté, ils dénoncent un silence de la part du Conseil du Trésor. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Je pense que c'est plutôt le fait qu'on a offert une première position monétaire au mois de mai. Ils ont quitté la table. Alors, moi, je n'ai pas créé de silence. Le silence a été créé en quittant la table. L'idée, évidemment, et on l'a fait avec l'Association des agents financiers, on a eu une discussion à la table, on a 48 autres tables qui se parlent présentement, et je pense que c'est là que ça doit se passer. Le ton semble de plus en plus acrimonieux, du moins du côté du syndicat. Comment vous expliquez ça? Pourtant, votre gouvernement a tendu la main aux fonctionnaires dès 2015. Comment vous... Et on continue à le faire. On soit rendu là, on parle d'offres poubelles, de merde et de mots... assez surprenant. Comment vous... Bien, je trouve ça dommage parce que, honnêtement, la main est tendue pour dire « revenez à la table ». Puis je pense qu'on peut avoir des conversations parfois courageuses, difficiles, mais en même temps, il faut que ce soit une entente qui va représenter le bien des Canadiens et aussi le bien des fonctionnaires. Donc, c'est à la table que ça va se passer. Mais il y en a qui se sentent trahis. Là. Il y a des fonctionnaires à qui je parlais tantôt là, qui disaient bien, on ne se sent pas du tout écouté. On dirait que Mme Fortier se cache. On dirait que le gouvernement se cache. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Je ne me cache pas. Je pense qu'ils ont peut-être besoin d'avoir une conversation courageuse avec leur alliance de la fonction publique parce que nous sommes prêts à avoir ces conversations-là. Et j'invite justement les fonctionnaires à faire part à leur représentant syndical le fait qu'ils veulent avoir une entente qui est juste, qui est équitable. Puis je pense que c'est là qu'on devrait mettre nos énergies. Merci. Merci beaucoup. Strategy. What are your thoughts were on that, and you take us far enough?
well, you know, my biggest concern is not whether or not it goes far enough. My biggest concern is whether or not there's actions that follow these words. You know, ultimately we have a government that has promised a core ombudsperson and then took out the ability for the ombudsperson to do its job. We have a feminist international assistance policy, and then we didn't fund it. You know, we've seen this government time and time again say the right things and not act on it. And there's some real concerns on whether or not Canada at this point can. You know, procurement is broken. Some of our relationships have been neglected for a very long time. Our diplomatic corps has been neglected for much longer than the Trudeau government. The Harper government is also responsible for that. But so for us, the proof is in the pudding. We will see how the government acts in the coming days. Is the language? Sorry, I'll let you go. Is the language on China strong enough? They're calling it a disruptive world power. They're saying that we need to be clear-eyed about this superpower. So again, what I would say is the words are not what I'm looking at right now. It's the actions that I'm looking at. And you know, it is a complicated relationship. We do need to work with China on things like climate change, on things like healthcare. We do need to have those relationships. But this is a country that has enormous power and is committing a genocide against their own people, that it has been belligerent, is not following the international rule of law. So I think we have some concerns about that. Like I said, I'll be watching to see how actions proceed. And what are the actions? I'll do you first. Okay. What are the actions that are missing? There is a lot of words in the Indo-Pacific strategy, but there's no deadlines. What's missing? Well, the details, right? The details. What is that going to look like? How are we going to get there? How are we going to make sure that we have the procurement for defense? How are we going to make sure that the spending for international development is done appropriately with our partners? How does this happen? So again, I will say that the Liberal government is great at saying the right things. We're going to be watching very closely to make sure that they do the right things. You know, even the fact that we had 9 months without an ambassador in China is telling. Why was the Prime Minister in South Asia without this Indo-Pacific strategy? Why did we wait and not have that in place already? It's long overdue. We're happy to see it. There's some things in there that we're quite pleased with, but it will be the action piece. I'm hoping that you can talk a bit about the protests that we're seeing in China right now of people who are really angry at the way that Xi Jinping and China are handling COVID-0, and your thoughts on how the Chinese government is responding to these protesters, bringing out police, arresting en masse. What are your thoughts on that? Well, you know, of course, I will always stand with individuals' rights to protest, with individuals' ability, you know, as long as they're not hurting others, as long as they are not, you know, hurting people, innocent people. People have a right to protest, and I think that the people in China right now are being very brave to stand up to their government and demand that they be heard. I think the Canadian government needs to make sure that we are standing with those protesters, that we are showing support, that we are expressing our solidarity with them. À première vue, comment vous la recevez, vous, M. Paul-Hus, Premièrement, permettez-moi de douter de la stratégie, compte tenu qu'on a un premier ministre qui a déjà dit qu'il aimait la dictature chinoise, qu'on a un ancien ministre de l'Immigration qui a donné des conseils à Meng Wanshou de Huawei. Puis en plus de ça, on parle de projeter des forces navales dans la région Indo-Pacifique, puis on n'est même pas capable de construire des navires actuellement au Canada. Donc on a un sérieux doute. Enjeu d'approvisionnement, est-ce qu'il y a aussi la main-d'œuvre dans les services, les forces armées? On sent qu'il y a des enjeux à recruter du monde. Au niveau des forces armées canadiennes, il y a vraiment un enjeu de personnel. Il manque énormément de militaires. Puis au niveau de la construction navale, la stratégie de construction navale ne fonctionne pas du tout. Ça avance pas. La flotte canadienne n'a pas commencé à être construite encore. Les brise-glaces polaires pour la région de l'Arctique, c'est pas en construction. Ça avance pas. Donc on a énormément de problèmes à régler. Donc avant de se projeter et de penser qu'on va aider tout le monde, il faudrait peut-être commencer par regarder chez nous. Sur le commerce, voyez-vous qu'il y a un peu de bon là-dedans? Est-ce qu'il y a de faire affaire ailleurs qu'avec la Chine? Faire des partenariats, contourner faire affaire avec la région Indo-Pacifique, c'est sûr que c'est intéressant pour le Canada. On est déjà partenaire avec les traités de libre-échange qu'il y a par là-bas. Donc, il faut continuer à avoir une implication, évidemment. Dans la fameuse stratégie Indo-Pacifique, est-ce que tu vois quelque chose de suffisant qui pourrait empêcher cette vente-là? Bien, tu as la loi sur l'investissement du Canada, mais maintenant, le ministre doit le regarder à l'aune de la loi sur l'investissement du Canada, ce qui n'est pas le cas présentement. Dans les discussions que j'ai eues, ça ne semblait pas être dans son intérêt. Puis, instruis-moi un peu, on est rendu où dans cette prise de possession? On est rendu à... Les actionnaires ont dit oui. Donc, techniquement, la seule façon d'empêcher la vente de Résolu, c'est par la loi sur l'investissement du Canada.
Ça suppose que le gouvernement en fasse une étude, que le ministre. C'est une discussion, on va voir ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais les syndicats sont très inquiets de ça aussi. Quick question about an Ontario court's decision to declare the IRGC a terrorist organization. How's the government going to respond to that ruling? Well, first I want to be unequivocally clear that the members of the IRGC are responsible for transgressing human rights, gross and serial violations of human rights, and have supported terrorist activity. And so the government has been clear about that, which is why we've taken the very important decision to not only sanction the IRGC, but the entirety of the Iranian regime, using a provision that has only been used on a handful of other occasions in the past, which has been reserved for some of the most egregious examples of war crimes and genocide and the like. So we believe that this is an important way in which not only can we denounce the actions of the Iranian regime in suppressing human rights, in committing terrorism, but equally to ensure that the most responsible members of that regime will never be able to set foot in Canada again. I'll also just add that we know this is a very difficult time for the community here, and concerns about retaliation, around intimidation, around harassment are unacceptable. It is never tolerated by this government, any conduct that would visit that kind of interference in the community here, and so we'll be there to support them. So, but this ruling, will it have any impact on whether or not this is a terrorist organization? Is the government going to respond in any way, or is this just some isolated ruling that just is that? Well, to reiterate, we've taken decisive action by using a provision under IRPA that both not only looks at the IRGC but looks at the entire scope of the Iranian regime. And this is a fit-for-purpose statutory instrument that will stop any members who are responsible in the most senior echelons of that government, including in the IRGC, from ever setting foot in Canada. Again, that is a very important and powerful tool that we can use to ensure that Canada is not a safe haven. I'll also just add that we have invested $77 million to put additional resources on the front lines of the RCMP so that we can both protect Canada from being used as a backyard or a stomping ground from any kind of activity which might support the Iranian regime, as well as supporting members of the Iranian diaspora here. And we've met on a number of occasions, and we'll continue to meet with them. We know this is a difficult time, and we will stand in solidarity with the community as they support women's rights and human rights here and around the world. Thank you very much. How do you think the Canadian government should respond now that you have a Superior Court in Ontario saying that the IRGC is a terrorist organization? Well, as stated that the IRGC is a terrorist organization for years. I mean, I'd invite you to watch my speech from the House of Commons from a few years ago. I acknowledge and agree that they're a terrorist organization. And should the government say that as well? I think many people have said that the IRGC is a terrorist organization. It's an organization that foments terror. It's an organization that foments terrorism abroad. It violates human rights in Iran. And it is a terrorist organization. I don't think there's any doubt about it. So now that a high court is saying I gotta go. What are your thoughts about the protests that are going on in China right now around the anti-COVID zero policy? We're seeing the Chinese government coming out in full force, arresting people. What are your thoughts? I think the Chinese government is yet another government that has been known to violate human rights, with the Uyghurs in particular, and I don't think it's surprising from China in the same way that I think that the Iranian actions are not anything new. That's really unfortunate, and so again, I have no compunction about calling them a terrorist organization. Have a great day. Bye. Are you satisfied with what the government is saying and doing about making sure that there's children's pain medication? We're still not seeing it on the shelves. To be perfectly honest, this is absolutely a failure of the highest order of magnitude. We're seeing stories from coast to coast to coast of families that are overwhelmed trying to take their children to an emergency room that's overfull and waiting for hours on end without being able to get care. And we know that there are families that are going to these emergency rooms because they don't have basic pediatric pain medication. This is absolute insanity in a G7 country. Do you have an explanation as to why it would be something happening in Canada but not elsewhere? I guess it's a question that is fair to ask. Do you have an answer or maybe an idea of why this is happening here and not elsewhere?
That's exactly the kinds of questions we've brought forward to the minister, to the department, and we haven't really got any answers. So frankly, please ask that same question to Minister Duclos and tell me if he ever gives you an answer, because so far they haven't given us one. It's a whole bunch of round-the-talk, like word salad, and not a lot of actual action. Thank you for stopping. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ambassade de la Russie qui envoie des tweets, comme on a vu cette fin de semaine, en marge notamment de ce qui se passe au Qatar? Bien, je trouve que ma collègue Mélanie Joly prend la bonne approche là, de demander de convoquer en fait l'ambassadeur puis de lui rappeler qu'ici, on défend les droits LGBTQ2+, et puis qu'on n'accepte pas la propagande homophobe russe. Donc, justement, vous parlez de propagande homophobe. Vous avez trouvé comment la communication russe à ce niveau-là? Bien, je trouve ça horrible. Je trouve que ça n'a pas sa place. Tout le monde sait qu'au Canada, la Charte des droits s'applique à tout le monde, que nos lois protègent la communauté LGBTQ2+, puis que ça fait partie de nos valeurs canadiennes. Donc, on demande le respect des gens qui sont chez nous à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus une fois qu'on a convoqué l'ambassadeur pour nous dire « fais-le plus », qu'il n'y a pas de gros-chose d'autre qu'on peut faire? Bien, c'est de continuer d'être très vocal par rapport à la protection des droits puis par rapport à la défense de la communauté et de dénoncer, évidemment, partout dans le monde là, où on continue de criminaliser ou encore de faire de la violence envers les communautés LGBTQ2+. Il faut qu'on continue de faire la promotion des droits humains partout dans le monde. Merci. Le Canada l'a dit, est-ce que ça serait d'ici la fin de l'année ou ça irait plus l'année prochaine pour le finir? Je peux vous revenir, là, c'est toujours en cours. On va voir où c'en est rendu, puis on va vous donner des informations. Merci. Merci.